En l'an 987, au cours d'une partie de chasse dans la forêt de Senlis, le roi des Francs, Louis V, chute de son cheval et succombe à ses blessures. N'ayant pas d'héritier pour lui succéder, sa mort marque la fin de la dynastie des Carolingiens, qui régna sur le royaume des Francs pendant plus de 200 ans. Après des débuts brillants, marqués par un développement notable sur les plans militaires, économiques et culturels, l'empire carolingien sombra dans le chaos, victime simultanément des ravages causés par les Vikings et de ces dissensions internes qui provoquèrent des successions de guerres civiles. Voyons donc comment les actes des derniers Carolingiens ont entraîné l'avènement de nouvelles identités en Europe, la Francie orientale qui donnera naissance à l'Allemagne et la Francie occidentale qui deviendra la France. Vous êtes sur la chaîne Gallus Gallicus, où l'on parle de culture, politique et histoire, toujours en indiquant le contexte, les causes et les conséquences, afin de retenir l'essentiel, l'explication des faits. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon visionnage. À la mort de Charles le Chauve, son fils Louis II, dit le Bègue, devient roi de Francie occidentale. Dominé par les nobles et sans réelle autorité, il meurt de maladie 2 ans après son accession au trône. Le royaume est alors partagé entre ses 2 fils adolescents, Louis III et Carloman II. Leur pouvoir est tellement faible et leur autorité méprisée que l'un de leurs vassaux, le duc Bosson, déclare son indépendance et se fait proclamer roi de Provence. Déjà en difficulté avec la lutte contre les Vikings, les rois francs échouent à le vaincre et consentent finalement à reconnaître son titre de roi en échange d'un serment d'allégeance. Tandis que leur autorité vacille, les rois francs s'efforcent tant bien que mal de défendre leur royaume contre les Vikings et remportent contre eux une victoire retentissante à la bataille de Saucourt en Vimeux. Mais ils ne profiteront guère de ce succès. En poursuivant une jeune fille de ses avances, Louis III se cogne la tête et en meurt, puis peu de temps après, Carloman II est tué dans un accident de chasse. Les nobles décident alors de confier la couronne à leur cousin, le roi de Francie orientale et empereur d'Occident, Charles le Gros. Pour la première fois depuis le partage de Verdun, l'empire d'Occident est en théorie réunifié. Mais en réalité, le pouvoir de Charles le Gros est extrêmement fragile, et son autorité, déjà très faible, va être totalement discréditée par son attitude. En 885, Paris est de nouveau attaqué par les Vikings. Mais cette fois, les habitants ont construit des fortifications qui les empêchent de prendre la ville et les contraignent à y mettre le siège. Le comte de Paris, Eudes, fils de Robert le Fort, héros de la lutte contre les Vikings, organise la résistance. Malgré la famine et les maladies, pendant plus d'1 an, les habitants de Paris défendent vaillamment la ville, au prix de nombreuses pertes. Quand enfin Charles le Gros arrive avec l'armée de secours, à la grande surprise des habitants, il ne combat pas les Vikings, mais leur verse un tribut pour acheter leur départ. Indignés de voir Charles le Gros payer une rançon aux Vikings que les habitants de Paris avaient si difficilement combattu, les nobles francs se révoltent contre lui. Charles le Gros est déchu de ses titres, et l'Empire est à nouveau divisé. En Francie occidentale, les nobles s'accordent pour nommer roi celui qui organisa la défense de Paris contre les Vikings, le comte Eudes. Pour la première fois depuis l'accession au pouvoir des Carolingiens, la royauté devient élective. Le roi n'est plus désigné par héritage, mais choisi parmi les grands seigneurs du royaume. En 888, Eudes est élu roi par les nobles francs et devient ainsi le premier souverain qui ne soit pas issu de la dynastie carolingienne. Dès son accession au pouvoir, Eudes poursuit la lutte contre les Vikings et remporte contre eux une nouvelle victoire à la bataille de Montfaucon. Mais sa position reste fragile. Si ces victoires contre les Vikings lui ont apporté un certain prestige, son autorité reste mal assurée tant les oppositions sont grandes. Un descendant des Carolingiens revendique lui aussi le trône et recrute des partisans parmi les membres de la noblesse qui s'inquiètent de voir Eudes prendre trop de pouvoir et cherchent à l'affaiblir en soutenant son rival. Afin d'apaiser la situation, Eudes passe un accord avec le prétendant au trône carolingien et le reconnaît comme son successeur, évitant ainsi, temporairement, une nouvelle guerre civile. En ce début du Xe siècle, le royaume des Francs est devenu extrêmement instable.
Les grands seigneurs contrôlent de vastes régions en tant que ducs ou comtes, sans que la royauté n'exerce de réelle autorité sur eux. Les nobles se combattent pour gagner de l'influence et les territoires changent constamment de souverain. Une partie de la Bourgogne fait ainsi sécession et devient un royaume indépendant sous le nom de Haute-Bourgogne, sans que le roi des Francs ne puisse s'y opposer. En plus de ces conflits internes, le royaume subit constamment les agressions des Vikings, ainsi que des Arabes qui multiplient les razzias, s'emparant même d'un petit territoire à Fraxinet dont ils se servent comme base pour mener leurs expéditions. Ils le conserveront jusqu'en 973, quand l'armée du comte Guillaume de Provence écrase les troupes arabes à la bataille de Tourtour et les expulse définitivement du territoire. Un fait d'armes qui lui valut d'être surnommé Guillaume le Libérateur. À la mort du roi Eudes en 898, conformément à leur accord, la couronne revient aux descendants carolingiens, Charles III dit le Simple. Bien que la situation politique interne commence à se stabiliser, le royaume est toujours sous la menace des Vikings. Cependant, les choses évoluent également de ce côté. Au lieu de se contenter de piller puis de retourner chez eux, certains de leurs chefs tentent désormais de s'implanter et d'annexer des territoires. La Bretagne est ainsi dévastée et conquise par les Vikings, marquant la fin de son existence en tant que royaume indépendant. Néanmoins, cette conquête ne durera pas. Les aristocrates bretons s'unissent pour combattre les Vikings sous la direction de leur chef Alain Barbetorte. Après des années de guerre et avec le soutien des Francs, ils réussissent à repousser les Vikings et la Bretagne redevient une région autonome, mais ne retrouve pas son statut de royaume et devient un duché, rattaché à la Francie occidentale. Constatant cette nouvelle volonté des Vikings de conquérir des terres au lieu de seulement les piller, le roi Charles le Simple a l'idée de négocier avec le chef viking Rollon, auquel il propose de lui attribuer un territoire autour de Rouen, à condition de reconnaître sa suzeraineté, de se convertir au christianisme et surtout de défendre ses terres pour barrer la route aux autres bandes vikings. Rollon accepte ces conditions et devient ainsi duc d'un territoire que l'on appellera la Normandie. Lui et ses descendants tiendront effectivement leur engagement, et grâce à leur présence, le nombre de raids vikings en Francie occidentale diminue considérablement. L'intégration des Vikings dirigés par Rollon au sein du duché de Normandie contribue à protéger le royaume contre de nouvelles attaques, mais la situation politique interne est de plus en plus confuse et l'opposition à Charles le Simple grandit. En 922, Robert, comte de Paris et frère du précédent roi Eudes, prend la tête d'une rébellion et se fait proclamer roi. Grâce à son puissant réseau d'influence et ses succès militaires, Robert est sur le point de l'emporter, mais il est tué au combat lors de la bataille de Soissons. Cependant, Charles le Simple ne profitera pas de la mort de son rival. Le duc de Bourgogne, Raoul, gendre de Robert, prend sa succession et se fait à son tour proclamer roi, tandis que, vaincu et abandonné de ses soutiens, Charles le Simple est capturé et maintenu en captivité jusqu'à sa mort. Après l'avènement de Raoul en tant que roi des Francs, la situation politique demeure extrêmement chaotique. Aux raids menés par les Arabes s'ajoutent les incursions des Magyars, mais aussi des guerres entre factions rivales au sein même du royaume. Les rébellions sont fréquentes et l'état de guerre presque constant. Après 13 ans d'un règne difficile, Raoul meurt sans laisser d'héritier. Le plus influent parmi les nobles est alors le fils de l'éphémère roi Robert, le duc des Francs, Hugues le Grand. Mais, conscient qu'il a de nombreux opposants, Hugues le Grand choisit de rester en retrait. Les nobles s'accordent alors pour appeler d'exil un descendant des Carolingiens, qui devient donc le roi sous le nom de Louis IV, dit d'Outre-mer. En 936, l'accession au trône de Louis d'Outre-mer marque le retour au pouvoir des Carolingiens. Cependant, il est un roi sans terre, sans richesse et donc sans autorité. Ce qui convient parfaitement aux grandes familles nobles qui apprécient une royauté faible, leur permettant d'agir à leur guise. Néanmoins, en exploitant les rivalités entre familles, Louis d'Outre-mer parvient à gagner le soutien d'une partie de la noblesse et organise une expédition pour conquérir la Lorraine où il dispose de puissants alliés. C'est un projet ambitieux, car la région appartient au royaume de Francie orientale, dont le souverain, Othon, est un seigneur extrêmement puissant.
l'expédition tourne au désastre. Othon contre-attaque et anéantit l'armée de Louis d'Outre-mer qui est contraint de se soumettre. Othon le laisse néanmoins conserver le pouvoir, préférant garder ainsi un roi affaibli plutôt qu'un seigneur franc plus puissant ne vienne prendre sa place. Après son échec cuisant pour conquérir la Lorraine, le roi Louis d'Outre-mer est entièrement sous l'influence du duc Hugues le Grand, qui gère en sous-main les affaires du royaume. Cependant, Louis d'Outre-mer n'a pas abandonné ses ambitions et cherche toujours à étendre ses maigres possessions en s'impliquant dans les rivalités entre les familles nobles. Inquiet face à ses ambitions, Hugues le Grand le fait emprisonner, mais le relâche ensuite sous la pression des autres seigneurs. Des rébellions éclatent contre Hugues le Grand, mais il parvient à conserver ses possessions, tandis que Louis d'Outre-mer, trop affaibli, ne peut profiter de la situation et ne représentera plus une menace sérieuse pour le duc des Francs, jusqu'à sa mort accidentelle lors d'une partie de chasse. Après la mort de Louis d'Outre-mer, tous les regards se portent sur le duc des Francs, Hugues le Grand. Mais une fois de plus, il choisit la prudence et préfère installer sur le trône un roi sans réel pouvoir, plutôt que de s'aliéner les familles nobles en revendiquant la couronne pour lui-même. Conformément aux souhaits du défunt roi, son fils aîné, Lothaire, est le seul à lui succéder, et le royaume n'est donc pas partagé entre ses héritiers, contrairement à la coutume qui était en vigueur depuis l'établissement du royaume des Francs par Clovis, plus de 400 ans auparavant. C'est le signe d'une profonde évolution des mentalités et du renforcement d'une idéologie unitaire, considérant le royaume comme un ensemble unique et indivisible. En 954, le nouveau roi, Lothaire, n'a ni terre ni richesse, mais il a beaucoup d'ambition. Pour gagner en influence, il s'implique dans les conflits entre nobles en les tournant à son avantage. En 978, se sentant assez fort et profitant d'une situation politique instable, Lothaire marche sur les traces de son père et se lance à la conquête de la Lorraine. Il met d'abord en fuite l'empereur Othon II, mais ce dernier riposte et tente d'affaiblir son autorité en faisant proclamer roi des Francs son allié, le frère même de Lothaire, Charles de Basse-Lotharingie. À la tête d'une puissante armée, Othon II assiège Paris, mais Lothaire rassemble une coalition de seigneurs francs, dont le duc Hugues Capet, fils du défunt Hugues le Grand, et ensemble, ils infligent une cinglante défaite à l'armée d'Othon II, qui est contraint de battre en retraite, tandis que le frère de Lothaire doit abandonner ses prétentions sur le trône. Après avoir repoussé avec succès l'armée de l'empereur Othon II, Lothaire médite de nouveaux plans pour conquérir la Lorraine, mais il est rattrapé par les troubles politiques intérieurs. Les tensions s'intensifient avec le duc des Francs Hugues Capet, qui, à l'instar de son père, veut limiter le roi à un rôle symbolique et gouverner lui-même le royaume en coulisses. Au terme de plusieurs années d'intrigues et de luttes d'influence, Lothaire commence à s'imposer et prépare une nouvelle invasion de la Lorraine lorsqu'il meurt subitement en 986. Son fils, Louis V, lui succède, mais il meurt accidentellement lors d'une partie de chasse à peine un an plus tard, sans avoir pris de mesures significatives, ce qui lui vaudra d'être surnommé Louis le Fainéant. En 987, la mort sans héritier du roi Louis le Fainéant laissant la couronne vacante, les seigneurs francs se réunissent en assemblée pour décider du sort du royaume. Le plus proche parent du défunt roi est son oncle, Charles de Basse-Lotharingie, mais ce dernier s'étant autrefois allié avec l'empereur Othon II contre son propre frère, le roi Lothaire, il est très impopulaire auprès des seigneurs francs qui refusent de le laisser monter sur le trône et élisent comme roi le duc Hugues Capet, marquant ainsi la fin définitive de la dynastie des Carolingiens. Le chroniqueur Richer raconte que les seigneurs francs justifient leur choix en avançant notamment que Charles de Basse-Lotharingie s'est abaissé et dégradé au point de servir sous les ordres d'un roi étranger. Bien que la véracité de ce discours soit incertaine, l'argument soulevé par la chronique reflète l'émergence d'un début de sentiment national dans le royaume de Francie occidentale et sa séparation définitive avec celui de Francie orientale, devenu le Saint-Empire romain germanique.